Ma seule boussole, ce sont les Montpelliérains. Mon seul parti, c'est ma ville. Ma seule étiquette, ce sont nos quartiers. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes tous réunis pour parler sécurité et je suis accompagnée de Vincent Argot qui sera la personne qui tout au long de la campagne et si les Montpelliérains veulent bien nous faire confiance, portera ce programme sécurité. La sécurité, c'est la première de nos libertés et j'ai envie de vous dire, c'est même le premier devoir du maire. La sécurité, ça ne se fait pas au travers de tweets ou de promesses, ça se fait au travers d'actes. Et pour faire de la sécurité, il faut du courage. Gouverner, ce n'est pas jeter des paillettes aux yeux des Montpelliérains, c'est régler les problèmes des Montpelliérains. La sécurité n'a pas de couleur politique. La sécurité, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Quand vous êtes agressé, quand on vous crache au visage, quand vous avez peur pour vos enfants le soir, peur pour vos parents quand ils traversent dans la journée la place de la Comédie, vous ne vous posez pas la question de la couleur de l'étiquette politique du maire, vous vous demandez tout simplement qu'est-ce qui est fait et où sont les policiers. Vincent, bonsoir, merci d'être avec nous Isabelle, ce soir. À tous. Je vais te laisser te présenter peut-être. Eh bien écoutez, bonsoir à tous, je m'appelle Vincent Argot, je suis fonctionnaire de police. Effectivement, j'ai quelques expériences en matière de sécurité puisque fonctionnaire depuis une trentaine d'années. Je suis issu du renseignement, j'ai travaillé au renseignement généraux dans une section qui s'appelait les dérives urbaines à l'époque, donc qui était particulièrement rompue à l'exercice de l'analyse sociétale des dérives et des violences urbaines. J'ai ensuite travaillé à la DGSI et par la suite, et maintenant pour les 10 dernières années, je suis en charge du RAID, du déminage et des BRI, représentant du personnel pour un grand syndicat de police. Alors la sécurité chez nous, je dis souvent quand je parle de sécurité que ce sont 3 points essentiels. C'est une histoire d'homme, c'est des moyens, c'est-à-dire de l'équipement et une posture. Vincent, je vais développer ces 3 sujets et je te propose d'interagir. Comme ça sera beaucoup plus vivant pour nos auditeurs. Une histoire d'homme, à Montpellier, nous avons à peu près un policier pour 1500 habitants, c'est ça ? Oui, c'est Exactement. ça, c'est bien peu par rapport à la moyenne nationale qui s'exprime aux alentours d'un policier pour 1000. Donc rien que dans ce chiffre, il y a une intention qui n'est pas à la hauteur de la ville de Montpellier. Je pense que objectivement, pour une ville de 310 000 habitants, moins de 200 fonctionnaires de police municipale, ce n'est pas du tout quelque chose d'acceptable, ni même de digne. C'est pour ça que nous nous engageons à doubler les effectifs de la police municipale et au-delà de ce doublement des effectifs de la police municipale, nous mettrons en place ce que l'on appelle une réserve policière, c'est-à-dire un groupe de policiers qui viendra en renfort pour pallier aux congés maladie et aux périodes d'été où on a beaucoup plus de monde avec la période estivale. Cette histoire d'homme, c'est aussi une histoire de jeunes, c'est-à-dire que cette police, elle permettra à des jeunes de faire partie de son corps avec les cadets de la police municipale. Et à ce sujet-là, j'aimerais bien avoir ton avis au sujet des cadets de la police municipale, savoir ce que tu en penses. C'est très intéressant comme dispositif parce que ça peut impliquer des jeunes et faire découvrir la police à des jeunes qui finalement ne l'auraient peut-être pas envisagé, ou ça facilite l'accès à un métier, à la découverte d'un métier qui est bien plus inaccessible que n'importe lequel des autres parce qu'il passe par un concours. Donc moi je pense que c'est un très bon dispositif, faire découvrir les métiers de la police et le quotidien d'un policier qui assure la tranquillité publique. Je pense que c'est une très 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 bonne démarche. Cette police, ça sera une police, ce que l'on appelle de proximité, c'est-à-dire une police proche des Montpelliérains, proche des commerçants, une police qui va tisser du lien. Et j'aimerais, Vincent, justement, que tu nous expliques ta vision de la proximité, s'il te plaît. Eh bien, la police de proximité, pour moi, dans le continuum de sécurité, c'est quelque chose qui maintenant manque. C'est un dispositif qui faisait partie du dispositif de la police nationale
dans les années fin des années 90, début des années 2000, qui a été supprimée par le président Sarkozy et qui avait été mise en place par le président Chevènement, pour ce qui le ministre Chevènement, pardonnez-moi. Et en fait, ce dispositif permettait d'avoir du lien, permettait d'avoir de la proximité, permettait d'être au contact des administrés et faire ce que l'on dit nous communément dans la police, faire du bleu dans la rue. Pourquoi ? Parce que la tranquillité publique, dans les prérogatives qui sont celles de la police municipale, c'est d'abord de la présence, c'est du contact. C'est que les administrés sachent qu'en traversant la place de la Comédie, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bien ils trouveront sur leur terrain, sur leur chemin, des policiers qui pourront, le cas échéant, intervenir, et que par la simple présence vont très probablement dissuader les éventuels, on va dire, troubles faits ou les éventuelles agressions. La police de proximité, c'est quelque chose qui ne peut plus être abandonné, qui ne peut plus être nié comme cela a été pendant des années. La police municipale doit pouvoir assurer ce continuum de sécurité en étant présente. Cette police dont on parle, on précise dans notre programme qu'elle sera équipée, donc des équipements pour les hommes et aussi des équipements de terrain, donc des caméras avec des systèmes qui soient particulièrement efficients, et aussi un espace public équipé de bornes, voire des professionnels aussi équipés de bornes d'appel d'urgence, notamment je pense aux pharmaciens, je pense aux médecins qui régulièrement sont l'objet d'agressions. On discutait aussi dernièrement avec les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de VTC qui ont souvent le même problème la nuit. Donc ça m'intéresserait que tu nous expliques un petit peu aussi ta vision des choses par rapport à ça et comment tu comptes le mettre en place à Montpellier. Eh bien, vous savez, on avait coutume de dire à l'époque aux renseignements généraux que le maillage était la force. Et le maillage en termes de sécurité, alors il y a la force en matière de renseignement, mais il y a aussi la force en matière de sécurité. Pourquoi ? Parce que ce maillage, en fait, va cadenasser la ville, va mailler la ville avec des différents moyens qui permettront aux usagers de la ville de Montpellier, aux Montpelliérains, de pouvoir prévenir les forces de sécurité en cas de problème. Effectivement, s'appuyer sur les commerçants, s'appuyer sur les gens qui sont en permanence sur la ville de Montpellier peut être un dispositif particulièrement intéressant pour éviter les latences, le lag que l'on constate souvent à l'intervention. Et il faut pas se mentir, la ville de Montpellier, quant à ses moyens de police nationale, est particulièrement exsangue. Donc, et quand on sait qu'à Montpellier, il y a moins de 200 policiers municipaux pour les 300 000 habitants, 310 000 pratiquement habitants, ce maillage et l'augmentation des effectifs va créer une sorte de bulle que l'on pourrait considérer comme un sas de sécurité, et bien évidemment qui sera dispersé et disséminé au gré des zones plus ou moins criminogènes. Je pense que le continuum de sécurité, quant à ce qui concerne la police municipale, doit être véritablement entendu comme quelque chose qui doit recréer du lien et de la proximité. Je ne pense pas que criminaliser les automobilistes montpelliérains soit la première des étapes. Je pense que retrouver de la sérénité, du contact avec sa police municipale est un très très bon axe de développement pour notre question. Et ce matériel, moi, ce qui m'intéresserait là, c'est qu'on parle aussi des caméras. On en a pas mal parlé entre nous. Personnellement, je pense qu'il est urgent de correctement équiper la ville, que ce soit en nombre de caméras et aussi concernant les emplacements de ces caméras, mais aussi d'avoir un centre de sécurité urbaine qui soit un centre digne de la 7e ville de France, avec notamment une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc j'aimerais avoir ton avis à ce sujet-là, s'il te plaît. Alors le CSU, évidemment, c'est une clé de voûte d'un dispositif de vidéoprotection, parce qu'on parle de vidéoprotection. Je pense que l'implantation des caméras et la manière dont elles sont disséminées dans la ville, il faut qu'elles soient faites en parfaite collaboration avec les services de la police nationale. Le commissariat à Montpellier bénéficie de référents sûreté qui sont d'excellents professionnels dans le domaine de la vidéoprotection et qui connaissent parfaitement la typologie de la criminalité au sein de Montpellier, qui connaissent parfaitement les endroits sensibles. Et
il faut collaborer, et ça fait partie des choses qui, dans le cadre collaboratif, sont très importantes. Plus que les effets d'annonce ou les tweets, comme tu l'as dit si judicieusement, une vraie collaboration avec la police, ça commence par une implantation de la vidéoprotection, en respectant leur analyse et leur vision de la question de la sécurité sur Montpellier. Je pense que ça, c'est important. Dans la lignée de ce que nous disions tout à l'heure, donc une histoire d'homme, une histoire d'équipement et aussi une posture. Pour moi, la posture, elle est double, c'est-à-dire qu'il y a la posture relative à l'éducation, à la prévention, donc ça c'est une posture, et il y a aussi la posture relative aux sanctions. Selon moi, le maire doit pas faillir dans aucune de ces postures-là. La posture relative à l'éducation, je dis souvent, on ne peut pas parler de sécurité sans parler d'éducation. Ce sont deux éléments qui vont de pair. Et plus particulièrement chez nos ados qui sont parfois livrés à eux-mêmes ou confrontés au danger. Je discutais l'autre fois avec une maman qui me disait qu'elle a 6 enfants et qu'elle ne veut plus que ses enfants, même ados, descendent au bas de l'immeuble pour aller jouer parce qu'elle les sait en insécurité par rapport au spot de deal. L'éducation, ça va être une prise en charge pour moi de ces ados, donc une prise en charge au travers d'activités sportives, d'activités culturelles, ça me semble essentiel. Et aussi une prise en charge de manière, on va dire, plus importante quand il y a des soucis, en les protégeant et en les protégeant notamment en mettant en place un système de couvre-feu. C'est-à-dire que selon les périodes de l'année, selon les quartiers, je pense qu'il est nécessaire de protéger les mineurs pour les empêcher d'être happés par le système de trafic de drogue. C'est clairement un système qui gangrène aujourd'hui notre ville. Donc soyons clairs, on sait que ce n'est pas le rôle du maire, et ça, moi je le réaffirme, et là-dessus, Vincent, toi tu es d'accord avec moi, ce n'est pas le rôle du maire que de lutter contre le narcotrafic. Par contre, le maire peut être empêchant en mettant tout un tas de procédures en place. Donc il y a la procédure telle que je l'évoquais, notamment du couvre-feu pour les mineurs, mais il y a aussi la procédure, j'ai envie de vous dire, pardonnez-moi l'expression, de l'emmerdement maximum, c'est-à-dire de harcèlement permanent sur les spots de deal. Je voudrais avoir ton avis sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, la police municipale peut avoir de belles... Alors, il faut... Pour reprendre le propos d'Isabelle, il faut pas faire de confusion des genres. La lutte contre le narcotrafic, c'est du régalien, ça relève de la police nationale. Il faut effectivement que cela reste dans leurs prérogatives et de toute façon, la police municipale n'en a pas la capacité légale. Donc, par contre, la police municipale, toujours par la question de l'occupation du terrain, peut harceler littéralement les points de deal et rendre finalement leur vie plutôt très compliquée. Et c'est en ça que, par le nombre et par la présence, ce dispositif peut avoir son efficacité et doit vraiment être réfléchi dans ce sens. Les gens préféreront toujours aller à un endroit, les narcos, enfin en tout cas pour ce qui est des points de deal, préféreront toujours aller à un endroit où on les embête pas. Donc ça effectivement c'est un axe sur lequel je travaillerai quant à une stratégie qui est celle d'être ultra présent sur les points les plus sensibles, de manière à les déplacer, puis à force de les déplacer, ils finiront par au moins baisser en intensité et peut-être tout simplement se dire qu'il est préférable de faire ça ailleurs qu'à Montpellier. Je souhaitais rebondir sur la question de l'éducation. Évidemment que l'éducation est la principale des clés de voûte, et plus que de l'éducation, c'est les dispositifs que l'on pourrait mettre en place pour empêcher les enfants de traîner le soir. Suffisamment vieux pour en connaître la chanson, et certains qui sont suffisamment vieux devant la caméra se souviendront de la référence. Laisse pas traîner ton fils. Et en fait, je pense que c'est une des principales clés aussi, empêcher ces enfants, leur donner de l'activité, les aider. Moi, je suis toujours désespéré de voir à Montpellier le peu de moyens, contrairement aux annonces qui sont faites, contrairement toujours pareil, la stratégie montpelliéraine actuelle, faire beaucoup d'annonces, faire beaucoup de paillettes. Et moi, je connais des associations qui font un travail incroyable sur Montpellier,
qui ne bénéficient pas du premier euro d'aide parce qu'ils n'auront pas été suffisamment déférents envers l'équipe municipale en présence actuelle, ou parce que ils ils ne pratiqueraient peut-être pas un sport suffisamment, on va dire, suffisamment, je sais pas, médiatique, enfin, mais encore suffisamment intéressant. Donc je pense que oui, l'éducation et aider autant qu'il est possible de le faire dans le cadre des prérogatives du maire, pour moi c'est capital. La sécurité, ce n'est pas la répression, c'est une chose, mais la répression au niveau municipal ne peut s'entendre finalement qu'essentiellement dans le cadre préventif. C'est malheureux à dire, donc c'est une répression. La police municipale a d'abord un rôle préventif. Sa répression, elle se fera évidemment dans le cadre des prérogatives qui lui est donné, mais moi j'aimerais vraiment un projet qui soit tourné vers le présentiel et vers la proximité avec les administrés de Montpellier. Alors, à moi de rebondir sur ce que tu viens de dire, tu parlais du financement des associations, je suis d'accord avec toi. On a visité il n'y a pas très longtemps ensemble un soir une association qui fait un boulot incroyable. Moi, j'ai vu des gamins engagés, des gamins très respectueux de leur coach, des gamins excessivement polis. Et ces associations-là, effectivement, elles méritent d'être soutenues. Et ça me permet de faire une promesse aux Montpelliérains, c'est que leur argent sera utilement utilisé. C'est-à-dire qu'avec moi, il n'y aura pas de financement des petits copains. Il en est hors de question. Les associations qui seront soutenues par la mairie et par la métropole seront des associations qui développeront des opérations d'intérêt général. Et effectivement, toute association qui œuvrera dans le cadre de l'éducation de nos enfants au sens large du terme, que ce soit une aide au devoir ou que ce soit effectivement des développements d'activités sportives et culturelles, oui, elle sera subventionnée parce qu'on ne peut pas gérer une métropole comme Montpellier sans l'appui des associations. Par contre, des financements parce que le président est le meilleur ami de Pierre, Paul ou Jacques, ça, avec moi, il en est hors de question et tu me donnes l'occasion de le rappeler et c'est très important de le rappeler. Je disais tout à l'heure, je parlais de posture et il y a d'autres postures. Il y a la posture de l'éducation, certes, mais il y a aussi la posture de la prévention. Et pour moi, il est important que cette équipe de policiers municipaux que l'on réunira autour de toi, ce soit aussi des spécialistes en matière de harcèlement pour qu'il y ait une interaction avec les écoles, les collèges et les lycées, et aussi une interaction justement avec toutes les associations qui sont au contact des jeunes, et aussi de la prévention en matière de prise de drogue et de conséquences que ça peut avoir. J'aimerais avoir ton avis sur le sujet aussi. Bien, on rejoint toujours ce même principe, le maillage. Parce que plus on aura une police municipale active en proximité, proche des collèges, des lycées, des différents acteurs. Je précise bien que moi je ne veux pas tomber dans les travers de ce qu'a pu être la police de proximité par le passé, qui a conduit à sa perte, puisqu'en fait on reprochait aux policiers nationaux à l'époque de jouer au foot avec les délinquants ou même avec les jeunes de quartier. Je dirais que c'est un sujet sur lequel effectivement je suis assez tranché. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'un policier que de jouer au foot avec les gamins du quartier. Par contre, c'est le rôle d'un policier d'être au contact des différents acteurs. Et je précise bien le quartier ou les quartiers périphériques, parce qu'en fait, je voudrais pas que dans notre discours, les gens aient le sentiment que on va sécuriser les Cussons et qu'on va sécuriser le centre-ville de Montpellier. C'est une chose. Moi, je pense que les équipes au centre-ville de Montpellier de policiers municipaux sont pas assez présentes. Mais je pense que ce doublement des effectifs et l'augmentation de la présence sur le terrain des effectifs de police municipale va permettre ce lien et cette analyse fine un petit peu du terreau montpelliérain et ce contact qui permettra aussi de faire de la pédagogie aussi bien avec les jeunes qu'avec les commerçants, qu'avec les administrés simplement de la ville de Montpellier. Outre l'éducation et la prévention, il y a aussi une posture que, à mon sens, le maire doit avoir de fermeté, puisque nous nous retrouvons parfois confrontés
à des situations où malgré le nombre, malgré les actions d'éducation, de prévention, on voit qu'on est confronté au même sujet et après, à mon sens, effectivement, il faut sévir. Donc, à quel niveau le maire peut sévir? Il peut sévir à plusieurs niveaux. Il y a un niveau déjà qui me semble important, donc je vais régulièrement dans des immeubles HLM, j'y suis invitée par des habitants. J'ai des remontées d'informations par rapport à ça, avec notamment énormément de nuisances liées au trafic de drogue. Les parties communes servent de cache. Vous avez du trafic au bas des bâtiments, sur les parkings, dans les caves, ce qui génère énormément d'insécurité. Et la maman dont je vous parlais tout à l'heure, qui voulait plus faire descendre ses enfants, c'est une famille qui est dans cette situation-là. En résumé, on se retrouve avec peut-être 10% de la population qui empêche 90% de la population de jouir paisiblement du logement. Et là, il y a des outils juridiques, puisqu'on peut obtenir dans ces cas-là une résiliation de bail. Le ACM, qui est le bailleur social, doit impérativement ne rien lâcher à ce sujet-là, engager systématiquement des procédures et faire en sorte que ces gens-là soient expulsés des logements sociaux pour assurer la tranquillité de l'ensemble des bénéficiaires. De la même manière, quand on a des récidivistes, il me semble très important de pouvoir supprimer les aides municipales. Voilà. On peut avoir des aides municipales sur du prix à la cantine, on peut avoir des aides municipales sur des tarifs préférentiels en matière de transport en commun. On peut avoir des aides municipales sur des prises en charge diverses et variées. Ces aides municipales, il faut qu'elles soient conditionnées à un comportement qui est un comportement honorable, de manière à ce qu'on puisse appartenir à cette ville. Quand c'est pas le cas, j'estime que le maire doit avoir la posture de dire je sanctionne, je retire. De la même manière que quand il y a des procédures en cours avec des instances judiciaires en cours et qu'il y a des condamnations pour des faits de violence grave ou des faits de trafic de drogue, je pense sincèrement que le maire ou le président de la métropole doit systématiquement se porter partie civile dans toutes ces procédures pour arriver à obtenir une interdiction de territoire des personnes qui sont l'objet de ces procédures. Et je voulais avoir justement ton avis sur ce sujet-là. Oui, effectivement, le maire bénéficie de tout un panel de moyens qui permettent de contraindre effectivement les délinquants et peut-être la famille des délinquants qui ne remplissent pas le contrat social, quoi. En fait, on est quand même en train de parler de vivre ensemble, d'un contrat social qui dirait que les gens ont envie de vivre ensemble et respectent tous les mêmes règles. On ne peut pas continuer à cautionner ad vitam aeternam le fait que certains, comme tu l'as dit, 10%, je serais même tenté de penser un peu moins, tu vois, pourrissent la vie de l'intégralité de tout un quartier, ou même quelques trublions au centre-ville de Montpellier, comme j'ai pu le constater moi-même, 3-4 personnes qui, parce qu'ils ont un comportement particulièrement agressif, vont rendre insécure toute une place ou toute une rue pendant un certain temps. Ça, effectivement, ces comportements qui ont tendance à pourrir la vie des gens, le maire a tout un ensemble de moyens, à force de réitération de la part de ces délinquants, de finir par les contraindre et par les sanctionner. Et je suis tout à fait d'accord avec la perspective de pouvoir mettre en œuvre tous ces moyens-là. Il y a un sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble, Vincent, c'est cet enregistrement qui m'y fait penser. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour lutter contre les problèmes de rodéo urbain? Parce que franchement, quel que soit le quartier de la ville dans lequel je me déplace, j'entends régulièrement des Montpelliérains qui se plaignent de ces problématiques de rodéo urbain, déjà parce que ça fait un boucan pas possible et que c'est excessivement dangereux pour tous les riverains. Eh bien, alors là... j'aurais pas la prétention d'être magicien. Les jeunes de quartier ont une appétence particulière pour tous ces engins, dont les origines sont tout aussi diverses que variées, mais bien souvent particulièrement
illégales, hein, donc volées ou autres, mais même pas que, hein, parce qu'ils ont souvent les moyens, par le truchement du trafic de drogue, de s'acheter ces motos de cross et autres, ce qu'ils appellent les compètes. C'est drôle d'ailleurs. C'est un problème qui est réel et qui est très compliqué à juguler. Parce qu'en fait, il existe plusieurs axes qui seraient de dire, par exemple, on pourrait leur dédier des terrains pour aller faire, mais ce n'est pas encadrable. Parce que il faudrait faudrait que ça soit encadré par la Fédération française, faudrait que ça soit encadré par des assurances, toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, dans certaines villes où il y a un terrain vague, parfois on les laisse un petit peu naturellement aller vers ce terrain vague, sans trop les réprimer, parce que tant qu'ils sont là, ils sont pas dans les rues. Le rodéo urbain est un vrai problème. Alors là, je pense qu'il peut y avoir une vraie collaboration avec la police nationale, parce que si la police municipale arrive par le harcèlement à limiter, et encore une fois, c'est le nombre. La clé, c'est le nombre, et ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas avec moins de 200 policiers municipaux que nous arriverons à harceler les gamins qui font de la moto dans les quartiers. Ce n'est pas avec les moyens qui sont alloués actuellement à la police municipale de Montpellier que nous y arriverons. Maintenant, je ne veux pas faire trop de démagogie. Je ne vais pas en faire du tout, d'ailleurs, ça serait bien. C'est un vrai sujet. La police nationale n'y arrive pas, les polices municipales n'y arrivent pas. Moi, je pense que le principal vecteur qui pourrait ralentir ce phénomène, c'est la présence, c'est le harcèlement. J'entends par-ci, par-là, encore une fois, des dispositifs qui seraient de dire oui, mais on va les occuper à faire autre chose. Non, les gamins là, ils veulent rouler. Il y a une part de liberté quant au fait de rouler sans casque sur des motos aussi puissantes que dangereuses. Et c'est une manière de s'approprier. C'est là que je vais venir à la sociologie de ce comportement. C'est une manière de s'approprier le terrain. Parce qu'avec une moto de cross, c'est aussi une manière de dire à la société, c'est chez moi ici. Et tes lois ne s'appliquent pas, je fais ce que je veux, et finalement, viens me chercher, cours après moi. On sait ce que cela peut donner, ces poursuites. Moi, je suis pas un adepte de la poursuite, et surtout pas avec les moyens dont dispose une police nationale ou municipale. Moi, je suis pas un adepte de la poursuite qui se finira par un gamin sans casque, parce que plausiblement, ils ont jamais le casque, qui se terminera par terre. C'est un problème qui nécessite une vraie réflexion, qui nécessite de vraies mesures, on va dire, locales, mesures ciblées, avec peut-être une réflexion quant à la manière de le dénoncer, parce que les gens au quartier aussi sont tellement résignés qu'ils n'appellent même plus la police et se déplacent plus pour des rodéos urbains. Alors, si je peux me permettre de te couper, ils essaient d'appeler la police, mais la police ne répond pas ou étant trop faible nombre. L'autre fois, on en parlait quand on a fait notre conférence de presse. Tu nous disais que si à tout casser, on avait 30 policiers en permanence sur le terrain, c'était le bout pour l'ensemble du territoire montpelliérain. Donc quand ils appellent la police, qu'est-ce qui se passe? La police ne peut pas se déplacer pour ce type de problème. La police et les patrouilles de police nationales sont exsangues. C'est très compliqué sur Montpellier. La police municipale, avec le nombre qu'ils sont, ne peuvent pas occuper le terrain. Et cette question des motos, c'est la tranquillité publique. Et là, on est vraiment dans les prérogatives du maire, qui est celle de mettre des moyens. Encore une fois, moi, je ne mens pas, je ne veux pas faire de démagogie. Seule la présence et l'omniprésence de la police municipale aux endroits où c'est le plus prégnant peut limiter et voire à terme juguler ce phénomène. C'est un des axes. La police nationale n'a peu ou pas la possibilité d'intervenir sur c'est de la tranquillité publique. Et là où moi j'ai un vrai sujet, je pense que la police municipale doit rester sur cette thématique de tranquillité publique. Je vois parfois à certains endroits qu'on essaye d'employer la police municipale pour faire d'autres choses, du narco, ce genre de choses. Mais la police municipale n'en a pas les prérogatives et en plus, moi je suis très inquiet quant à la manière dont on peut exposer les fonctionnaires de police municipale parce que je suis bien placé pour savoir
que on peut parfois demander des choses à des policiers nationaux. Et dans mes prérogatives, j'ai heureusement la chance d'avoir la défense des services de services exceptionnels de la police nationale. Même eux sont parfois engagés dans des missions et ne sont pas protégés par le système. Et c'est une fois que les erreurs ont été commises qu'on leur dit bon bah voilà, c'est compliqué. J'ai subi et souffert de ça dans mes prérogatives syndicales. Je ne voudrais pas que les policiers municipaux de Montpellier soient exposés à ce genre de choses. Donc nous, je pense qu'il faut qu'on ait un principe, notre axe principal, ce soit déjà de protéger nos policiers municipaux en les engageant sur des missions qui sont dans le spectre des missions de la police municipale et ne pas faire de confusion des genres. Et je ne veux pas non plus que la police municipale réponde, je vais pas me faire des amis, mais réponde aux carences de la police nationale. Je pense qu'on peut travailler en collaboration, mais ne pas remplir les vides des uns et des autres. On est tout à fait en phase sur ce sujet, nous l'avons déjà abordé de manière assez régulière. On n'a pas parlé de chiffres, moi ça m'intéresserait qu'on parle un petit peu de chiffres, parce que moi le sentiment quand même que j'ai, c'est que les Montpelliérains en matière de sécurité ont complètement été abandonnés. On a un maire qui regarde peu à peu sa ville se dégrader en faisant la fête. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et le sujet de la sécurité est un sujet avec lequel on ne doit pas rigoler et surtout avec lequel on ne doit pas utiliser le sujet de la sécurité pour communiquer. La sécurité, c'est pas un outil de communication. C'est une problématique importante, c'est une problématique qui peut être grave. Quand on écoute notre équipe municipale, on a l'impression que tout va parfaitement bien à Montpellier, sauf que le ressenti que les Montpelliérains ont, puisque je rappelle que je suis quand même au contact des Montpelliérains 6 jours sur 7 en ce moment, et quel que soit le quartier et quel que soit le lieu, que ce soit du vertical en habitat ou de l'horizontal, que ce soit des Montpelliérains qui se déplacent à pied, en vélo ou par les transports en commun, personne ne se sent en sécurité dans cette ville. Donc j'aimerais un petit peu, Vincent, que tu nous éclaires sur les statistiques. Je sais que tu y as un petit peu bossé, donc je te laisse la parole. Alors, je vais bosser avec mes notes, parce que je n'aurai pas la prétention de les avoir apprises par cœur avant de venir. Je n'ai pas cette prétention. Maintenant, je voudrais d'abord dire une chose. Les chiffres. Alors, il y a pas très longtemps, j'étais à Paris à un dîner et j'ai croisé, je vous raconte pas, j'ai croisé un député de la République qui me disait que le maire actuel intervenait dans la sphère socialiste comme une sorte de référence des résultats en matière de sécurité. Il donnait des leçons et proposait un modèle qui serait quasiment un modèle de réussite. Alors par respect pour ce monsieur que j'apprécie beaucoup, qui se reconnaîtra peut-être et qui sait, il nous écoute, je lui dis ok, d'accord, écoute, je suis dubitatif parce que les chiffres du SSMI et les chiffres de ce fameux ressenti chez les Montpelliérains et le sentiment que je vois chez les Montpelliérains n'est pas aussi net que ceux que tu m'annonces, et en tout cas le bilan que pourrait être celui de la mairie actuelle. Alors moi, en fait, je vais juste vous donner mon sentiment quant à la manière dont interprète monsieur le maire actuel les chiffres. En fait, de manière systémique, les chiffres en France évoluent, mais ils évoluent de la même manière dans toutes les villes. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail de monsieur Delafosse à Montpellier ou le travail de monsieur Payan à Marseille ou d'autres qui font véritablement évoluer les chiffres. Je pense que les chiffres avec les indicateurs qui sont utilisés par le SSMI, même quand il s'agit d'identifier la ville de Montpellier, sont des chiffres qui évoluent avec la sociologie globale. Et moi, par exemple, j'ai retenu que les chiffres du SSMI, pour l'année 2024 à l'échelon national, disait plus 1% sur les violences physiques, plus 7% sur les violences sexuelles, plus 7% sur les tentatives d'homicide, moins 11% sur les vols violents sans armes et trafic de stupéfiants, plus 6%. Alors, ces observations sont faites à l'échelle du pays en entier, évidemment. Donc, selon moi, aucun maire ne peut véritablement s'attribuer la paternité de ces chiffres parce qu'ils sont plus ou moins généraux.
La réalité à Montpellier est un territoire en tension. En 2024, il y a eu 26 466 crimes et délits, soit 86,2 crimes et délits pour 1000 habitants, contre 66,3 pour 1000 en moyenne nationale. Cela représente environ 73 infractions par jour. Et là où ça devient intéressant, c'est que à Montpellier, les vols et cambriolages pour Montpellier en 2024, 47,2 pour 1000. Moyenne nationale, 35,0 pour 1000. Écart, 35%, plus 35%, malheureusement, au funeste bénéfice de Montpellier. Violence contre les personnes. Là, je vois Montpellier 2024, 14,1 pour 1000. Moyenne nationale, 11 pour 1000. Écart, 28%. Les dégradations diverses et variées, 11 pour 1000. Moyenne nationale, 9,2. Plus 26%. On peut faire tout le tableau, je pense que ça va vite vous ennuyer. Donc, en résumé, Vincent, on est bien tous d'accord pour dire que ce fameux sentiment d'insécurité dont parlent beaucoup de Montpelliérains, on est bien au-delà du sentiment. On est dans une ville qui n'est pas sécurisée quand on regarde nos performances par rapport aux performances de la moyenne nationale. Non, on est loin de ce bilan aussi positif que j'aimerais que son bilan soit positif très objectivement, parce qu'on peut pas se satisfaire d'un bilan comme ça. Voilà, on peut pas se satisfaire d'un bilan comme ça. Mais là où ça me pose un problème, c'est que moi, vous savez, tu sais Isabelle, je suis un pur produit du renseignement. J'ai vu les statistiques arriver dans la police pendant les années Sarkozy, justement. Et je connais la dimension perverse des statistiques. Et je sais à quel point on peut faire dire ce que l'on veut à des chiffres sans véritablement les expliquer. En sortant une des données statistiques, dire tiens, il y en avait une qui était positive. Peut-être que c'est celle qui permet à Monsieur Delafosse d'apprécier l'exceptionnelle qualité de son travail. Moi, je tiens à dire que sa politique, la manière dont il l'a mise en œuvre, n'est pas tournée vers la tranquillité publique. Elle est tournée vers des moyens qui lui permettent, après mise en place, de faire de la communication. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, je suis intimement convaincu que les policiers municipaux de Montpellier aimeraient travailler autrement. Donc je tiens à rassurer pour ceux qui cela pourrait inquiéter, parce que j'ai eu quelques commentaires sur Facebook assez intéressants sur la perspective selon laquelle je serais un cow-boy qui voudrait commander et prendre le lead sur les prérogatives du chef de la police municipale. Alors rassurez-vous, je pense que le chef de la police municipale est quelqu'un de particulièrement compétent quant aux prérogatives et maîtrisant des prérogatives qui sont les siennes. Et je ne souhaite pas qu'il y ait de confusion des gens. Nous allons mener une politique avec une intention. Lui, il va gérer son service en fonction des prérogatives de ses élus. Et moi, je reste policier national, messieurs. Je n'ai pas pour intention d'empiéter sur les prérogatives de mes amis policiers municipaux. Par contre, si les Montpelliérains décident de nous mettre à la tête de la ville de Montpellier, je donnerai peut-être dans mes consignes politiques, et non pas de mise en œuvre, je tiens à le préciser, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, dans mes consignes politiques, peut-être une réorganisation ou une nouvelle manière de réfléchir. Alors non, messieurs, je ne pense pas être meilleur que vous. Je n'ai pas cette vanité. Je pense qu'on peut aborder la question de la sécurité à Montpellier d'une autre manière que celle avec laquelle cela est fait actuellement. Voilà. Merci Vincent. Moi, je terminerai en disant que aimer sa ville, ce n'est pas l'abandonner à l'insécurité. J'aime ma ville. Je me suis engagée pour en faire une ville audacieuse, une ville dont on parle, la ville qui sera la ville phare du sud de la France. Et je compte bien
ne pas abandonner les Montpelliérains à leur triste sort d'insécurité. Et Vincent, c'est pour ça que sur ce sujet-là et sur de nombreux autres sujets, je tiens à m'entourer de personnes qui ont des compétences, parce que la sécurité, c'est un vrai sujet de professionnel, et on ne peut pas s'improviser adjoint à la sécurité, notamment quand on est dans la 7e ville de France. Il me semble que la personne qui porte le projet aux côtés du maire doit être une personne qui est particulièrement au fait de tous les sujets. Et je te remercie d'avoir bien voulu t'engager auprès de moi. Et je compte remercier tout le monde. Je vous remercie d'avoir été attentif, et je vous dis à très bientôt. Le prochain sujet dont nous débattrons sur la chaîne YouTube sera un sujet qui est un petit peu un sujet chaud aussi à Montpellier, puisqu'il s'agit du sujet des mobilités. Donc je vous dis à très très vite. Bonne fin de journée, au revoir. Merci à tous et bonne soirée.